Hassan Diamandiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et cette semaine, on a une décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies du 22 octobre 2018 qui considère que l'arrêt de la CREI du 25 mars 2015 qui condamne justement Karim Wade à 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 130 milliards de francs CFA viole l'article 14 à son paragraphe 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1987 dont le Sénégal est signataire. Comment réagissez-vous à cette décision? Oui, c'est une humiliation parce que le Sénégal jadis a été considéré et toujours considéré comme un îlot de lumière dans une Afrique un peu ou dans un océan d'obscurantisme. On a toujours tendance à surdimensionner l'image du Sénégal, si bien que quand on explique sur le plan international, si on expose des faits comme l'existence d'une loi qui interdit, qui n'offre pas à une personne jugée au pénal le recours ou un appel, si on renverse la charge de la preuve et on institue une présomption de culpabilité et qu'on dise qu'il appartient à la personne jugée de prouver son innocence et non pas au ministère public qui engage les poursuites d'apporter la charge de la preuve. Évidemment, si on expose ça sur le plan international, les gens sont étonnés venant d'un pays quand même qui a un vécu sur le plan démocratique, sur le plan des libertés. Et donc on a très tôt alerté pour dire à l'État du Sénégal, attention, cette loi date de 81. Si à l'époque l'État des droits de l'homme, ou en tout cas l'éveil des consciences, pouvait laisser passer une telle loi, aujourd'hui ce n'est plus possible. Les gens sont imbus de leurs droits. Il y a beaucoup de conventions qui sont intervenues depuis lors. Il y a le droit international s'est ravivé et personne, il y a des juridictions internationales aujourd'hui à la portée des citoyens. Et si vous jugez M. Karim Wade sur cette loi, cette décision n'aura de portée qu'intra-muros, mais ça ne pourra pas aller au-delà du Sénégal parce que cette décision ne répondrait pas aux standards internationaux. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus et aujourd'hui, le résultat est là. Mais théoriquement, la Cour suprême sénégalaise, je crois, doit réexaminer ce jugement de Karim Wade. Vous pensez que les autorités sénégalaises vont s'engager sur cette voie-là? Oui, je pense que le Sénégal n'a pas de choix. Il y a une demande qui est faite, même si c'est un avis ou une recommandation, mais le comité demande carrément au Sénégal de réexaminer l'affaire Karim Wade du point de vue de la déclaration de la culpabilité. Et un délai de 180 jours a été imparti au Sénégal. Je pense que le Sénégal aujourd'hui, de par ses engagements internationaux et de par le rôle qu'il prétend jouer sur le plan international et notamment dans les institutions au niveau des Nations Unies, notamment le Conseil des droits de l'homme, le Sénégal devra nécessairement et forcément se conformer à cet avis. Autrement, je pense qu'on risque l'isolement sur le plan international. D'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a rappelé justement le Sénégal à ses obligations par rapport à ce dossier-là. Alors, et le Karim Wade, il a été condamné, c'est vrai, à 6 ans d'emprisonnement, mais gracié par le président de la République, mais qui apparemment l'a contraint à l'exil forcé. Mais Karim Wade prévoit, il est annoncé au Sénégal dans les jours à venir dans le cadre de l'élection présidentielle. Mais au Sénégal, les autorités disent que tant qu'il arrive sur le sol sénégalais et qu'il ne paye pas l'amende qu'il lui avait infligée de 130 milliards, il va être réacheminé en prison. Mais avec cette décision du comité, est-ce que vous pensez que cela est possible? Oui, je pense que c'est une affaire complexe parce qu'il y a d'une part un aspect politique qui est évident. Il y a le régime en place qui utilisera tous les moyens à sa disposition pour empêcher d'abord à M. Karim Wade de rentrer, mais également d'être candidat. Vous avez de l'autre côté les partisans de M. Wade qui disent d'abord que cette décision en soi n'était même pas une décision judiciaire, était une décision purement politique, mais maintenant, il s'y ajoute cet aspect, cette nouvelle décision du comité, en tout cas cette nouvelle appréciation du comité des Nations Unies. Il y a d'autres problèmes connexes, comme quoi il n'y a aucune décision judiciaire qui prive M. Karim Wade de ses droits civils et politiques. Donc on va certainement vers un imbroglio juridique. Et maintenant, personne ne peut
présager évidemment de l'avenir, mais il est évident que de part et d'autre, il faudra de la sagesse. Je pense qu'on ne peut pas aussi engager le Sénégal dans des zones de turbulence qui risquent d'hypothéquer même, je ne parle pas de l'avenir du Sénégal, mais en tout cas des échéances aussi importantes que les échéances de 2019. Je pense que la société civile appellera, en tout cas le moment venu, à la raison. Si Karim Wade vient au Sénégal, qu'est-ce qui va se passer? L'on pourrait penser qu'à partir du moment où on l'a gracié, ça dit qu'on a voulu éviter à M. Karim Wade une détention. Maintenant, mettre en œuvre la contrainte par corps, c'est remettre en selle la détention. C'est un peu contradictoire. Notamment, l'aspect pénal aujourd'hui aurait pu disparaître de cette affaire. Le Sénégal est en droit, ou l'État du Sénégal, de recouvrer peut-être son argent, la condamnation pécuniaire, mais user encore d'une détention alors qu'on a librement renoncé, en tout cas fait grâce de cette détention, évidemment, seule la politique peut expliquer tout cela. Donc ce n'est pas une affaire purement juridique et vous comprenez la complexité. On se demande, mais pourquoi est-ce que Karim a accepté cette grâce et avec cette contrainte qui est de se faire exiler? Bon, là, il est difficile de répondre parce que c'est des choses qui relèvent de l'appréciation personnelle, de décisions personnelles, et nous n'avons pas la preuve qu'il y a un document qui force M. Karim Wade à l'exil. Tout ça, évidemment, c'est des supputations. Les conditions dans lesquelles il a été extrait de la prison et conduit à l'aéroport, évidemment, il y a ces choses, mais évidemment, nous estimons que puisque l'intéressé lui-même ne brandit aucun document qui atteste que le gouvernement l'aurait obligé en exil, il est difficile pour nous de s'aventurer dans ces équilibrations. C'est une affaire complexe, l'affaire Karim Wade. Et toujours est-il que le ministre de la Justice, M. Ismaël Madior Fall, semble mettre un bémol dans la décision du Comité des droits de l'homme parce qu'il dit que le comité n'a pas le pouvoir d'annuler et n'a donc pas annulé la décision du 23 mars 2005 rendue par la CRI. Oui, je pense qu'il faut inscrire cette décision dans le cadre global du droit international. Le droit international, c'est un droit protecteur. C'est un droit qui supplée aux défaillances des systèmes nationaux. Et si ce droit n'était pas contraignant, ce droit international, comment comprendre aujourd'hui que, par exemple, le procureur ou la procureure près de la Cour pénale internationale puisse délivrer un mandat d'arrêt international contre un président en exercice? Si ce droit international n'était pas contraignant, comment comprendre que c'est la base de résolution des Nations Unies qu'on puisse envoyer des forces ou exercer ce qu'on appelle soit le devoir d'ingérence, soit le droit d'ingérence? Je pense que ce débat ne peut pas tenir. On est signataire d'une convention et le droit international est fait aujourd'hui de traités et de conventions internationales. Une fois qu'on signe ces traités, on renonce à une partie de sa souveraineté. Dès lors, on doit s'astreindre à respecter ces décisions qui émanent de l'ordre international. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que pour une affaire conjoncturelle comme l'affaire Karim Wade, qu'on puisse sacrifier quand même des principes pérennes. Je pense que cette position, si le Sénégal l'adoptait, cette position ne grandirait pas le Sénégal et remettrait en cause la crédibilité du Sénégal sur le plan international. Alors pour nos internautes qui nous regardent, je rappelle que nous recevons Maître Assane Dioma Ndiaye, qui est un acteur, un militant des droits de l'homme, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Alors Maître, les cadres du PDS se réjouissent de cette décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et ils attendent que le Sénégal l'exécute, mais si le Sénégal ne l'exécutait pas, ils estiment, je veux citer le porte-parole du PDS, Babacar Ndiaye, qui dit que ce qui est arrivé en Irak ou en Côte d'Ivoire risque d'arriver au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Oui, je crois que c'est exagéré, même s'il ne faut pas minimiser la potentialité de tensions qui pourraient régner, exister, si on va vers une confrontation. Nous, personnellement, défenseurs des droits humains, nous en tenons au droit et nous savons que le droit international est une donnée aujourd'hui de la vie internationale. Aucun État ne peut invoquer des souverainetés devenues désuètes aujourd'hui. C'est pourquoi, en tout cas, nous exerçons au respect, d'autant plus que cette décision intervient à la suite d'un débat contradictoire entre les avocats de M. Karim Wade et l'État du Sénégal. Je pense que toute proportion gardée, toute raison gardée, il me semble important aujourd'hui de tenir compte de cet avis, de cette recommandation, de cette décision du comité et faire en sorte que toute personne, au-delà de la personne de Karim Wade, toute personne qui soit jugée, quelle que soit la gravité des faits qui lui seraient reprochés, que cette personne
puisse bénéficier d'un procès juste et équitable, puisse bénéficier de la présomption d'innocence. Et le comité n'a pas dit autre chose. Je pense que sur ce point, il ne devrait pas y avoir de divergence majeure, même si les conséquences de cette décision pourraient être énormes et être bénéfiques à M. Karim Wade, comme l'ont rappelé, comme en tout cas tente de le mettre à profit ses partisans. Mais je crois qu'il appartient surtout à l'État du Sénégal de faire preuve de responsabilité et de faire en sorte évidemment que le Sénégal en tout cas la situation ne dégénère pas demain et qu'on dise que le Sénégal s'est acquitté de ses obligations internationales. Je peux rappeler que Karim Wade est candidat à la présidentielle de 24 février 2019, mais qu'il est interdit de s'inscrire sur les listes électorales pour voter, ce qui fait qu'il ne peut pas non plus être candidat. Mais cette décision, est-ce qu'elle va avoir un impact sur cette interdiction? Oui, moi personnellement, j'estime que la question de la recevabilité de la candidature de Karim Wade ou non relève du Conseil constitutionnel. Donc jusqu'à présent, je ne peux pas préjuger de la recevabilité ou non. Mais il est évident que quand les partisans de M. Karim Wade exploiteront au maximum cette décision pour dire que peut-être la radiation qui est intervenue est illégale, d'autant plus qu'elle n'est pas judiciaire, cette radiation. Elle a été faite de façon administrative. Je pense que cela pourrait faire partie des panoplies d'arguments que les avocats de M. Karim Wade mettront sur la table, mais au-delà, je pense que rien de mon point de vue aujourd'hui ne peut être présagé, puisque le seul organe habilité à décider de la recevabilité ou non est le Conseil constitutionnel le moment venu. C'est pourquoi évidemment il est difficile de se prononcer également sur ce point. Les droits de l'homme des Nations Unies demandent expressément à l'État du Sénégal d'assurer à Karim Wade un recours utile. Oui, je crois qu'il faut comprendre cette invite comme une façon de demander au Sénégal de réformer, sinon d'abroger purement et simplement la loi s'il l'a créée. Cette loi, elle est obsolète, cette loi, elle est attentatoire aux droits de la défense. Toute personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale doit pouvoir exercer des voies de recours au rang desquelles l'appel. Puisqu'il ne suffit pas de dire qu'il y a possibilité de pourvoi en cassation, puisque le pourvoi en cassation est très relatif. Le pourvoi, le juge de cassation ne rediscute pas des faits. Or, l'appel consiste à faire de sorte que tous les faits qui avaient été discutés en première instance puissent être discutés au niveau de l'appel au second degré. Mais si vous privez la personne de ce droit d'appel, évidemment, vous lui privez d'un droit extrêmement important, le droit à un recours effectif. D'ailleurs, sur le plan international, sur le plan des droits de l'homme, on parle de recours effectif. Il ne suffit pas qu'il y ait des recours, il faut que le recours soit efficace et effectif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une demande qui est faite carrément au Sénégal, au-delà de M. Karim Wade, de faire en sorte qu'aucun autre citoyen ne puisse être jugé sur la base de cette même loi sur laquelle M. Karim Wade a été jugé. Et je pense que le message, de mon point de vue, devra être entendu par l'État du Sénégal. Alors, Maître, pour terminer sur ce chapitre Karim Wade, je dois rappeler que cela intervient, la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU intervient après la Cour de justice de la CEDEAO et après le groupe de travail des Nations Unies qui avait déclaré arbitraire la détention de Karim Wade et également après que la justice française s'était opposée à la confiscation de ses biens. Finalement, un camouflet pour le Sénégal. Oui, assurément. Et ça aussi, rien de nouveau sous le soleil. Les experts avertis, les organisations de défense des droits de l'homme avaient dit au Sénégal, même dans l'affaire Khalifa Sall, que si vous jugez dans ces conditions, que si vous le maintenez en prison, nonobstant l'immunité parlementaire, évidemment, demain, vous serez rattrapé par l'histoire et vous serez rattrapé par le passé. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec l'affaire Karim Wade. Nous avions fait la même alerte. Pour les autres affaires également, nous avions toujours dit que, par exemple, c'est l'affaire de la redevabilité, quelle que soit la noblesse de la cause, cela doit être concilié avec l'exigence d'un respect des droits de la défense. Les droits de la défense sont des droits inaliénables, sont des droits, c'est le jus cogens, c'est des droits non dérogeables. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est le peuple sénégalais qui demande, qui fait de telles choses une demande sociale, je dois me permettre tout. Et d'ailleurs, la Cour suprême, avant qu'elle ne se, en tout cas, dédise, avait, à travers un arrêt, dit clairement que la liberté ou la faculté qui est reconnue au législateur d'aménager des règles spéciales ne l'autorise pas
à porter atteinte à des droits fondamentaux consacrés aussi bien par la Constitution que les conventions internationales. Donc il est clair qu'on était conscient qu'au-delà du Sénégal, toutes ces décisions, en tout cas, iraient vers une sorte de rejet, de remise en cause, comme on le voit aujourd'hui. Je crois que le Sénégal devra tirer des leçons, évidemment, de cette période sombre de notre vie démocratique, de notre vie publique, et essayer de s'amender et de retrouver évidemment le rang qu'il a toujours occupé, aussi bien dans le domaine de la démocratie, de la lucidité, de la visibilité, de la lisibilité. Donc c'est un défi aujourd'hui que le Sénégal se doit de relever. Maître Assane Diamandiaye, avocat à la Cour au barreau de Dakar et membre du barreau pénal international du Québec, je vous remercie pour cet éclairage.